Bienvenue sur Les Apprentis Lecteurs, le Trône de Fer, le podcast lecture et lecture du Trône de Fer, le Song of Ice and Fire, sans spoiler. Toujours avec Guillaume. Ah, je vais pas te lâcher en si bon chemin. On se retrouve aujourd'hui pour le chapitre 20, soit le 4e chapitre de Ned. On se rend compte que ça fait disproportionné en fait, hein. Parce qu'on en a au 4e chapitre de Ned qu'un seul chapitre de Sansa, par exemple, tu vois. À mon grand plaisir. Donc vas-y Guillaume, un petit résumé de ce chapitre. Ouais. Alors, dans ce chapitre, on retrouve, comme on l'a dit, Ned, qui est à peine arrivé à Port-Réal, doit participer à son premier conseil, à sa première réunion au sein du conseil restreint. Et premier conseil qui se fait en l'absence du principal intéressé, c'est-à-dire Robert, qui n'a pas l'air de prendre beaucoup d'intérêt à ce genre de conseil, bien que c'est lui qui demande ce qu'on va voir et qui va demander à ce qu'un tournoi en l'honneur de Ned soit réalisé. On notera aussi l'absence de Sir Barristan Selmy, qui est forcément capitaine de la garde royale, suit en permanence Robert. Et c'est alors que Ned, ok, on veut faire un tournoi, mais il se rend compte que les finances de la couronne sont catastrophiques. La couronne est endettée à hauteur de 6 millions de pièces d'or auprès de différents créanciers. Et Ned met donc fin à la discussion et dit qu'on en reparlera plus tard. C'est alors qu'il est abordé par Littlefinger qui va lui apprendre la venue de Catelyn à Port-Réal. En effet, Catelyn est hébergée dans une maison close que dirige Littlefinger. Et c'est alors lors de ces retrouvailles que Catelyn va lui annoncer l'impensable, quelqu'un a commandité le meurtre de son fils Bran. Ok. Bon résumé Guillaume, merci beaucoup. Donc comme tu l'as dit, Eddard Stark est enfin arrivé à Port-Réal, aux portes du Donjon Rouge. Donc le Donjon Rouge qui se situe sur le mont... Aegon. Ouais, Aegon. Ouais. Donc on rappelle, Port-Réal est construit sur 3 collines, hein, qui ont Daegon et ses 2 sœurs, Visenya et Rhaenys. Fatigué, exténué, il ne s'attendait pas à ce que dès son arrivée, le grand maître Pycelle convoque le conseil restreint de toute urgence. Refusant d'abord, il ne peut se contraindre à offenser les membres du conseil dès son arrivée. Dès son entrée dans la salle du conseil, ornée par de nombreux effets des cités libres, donc on voit qu'il y a, je crois qu'il y a des sculptures de Lys, de Myr, de Tyroche, de Norvos. Des îles d'été aussi. Des îles d'été, Norvos, Kor. Bref, on a déjà parlé, je crois, dans l'ancien épisode du fait qu'on pensait à faire un point sur les cités libres, ce qu'on a été dit actuellement, mais on le fera pour un chapitre qui sera assez court, parce que sinon on fera un épisode bonus, mais c'est vrai que si on fait un épisode bonus, ça ouvrirait la porte à de nombreuses irrégularités. Oui, je pense que on va se concentrer sur l'histoire principale et on ajoutera du contenu synthétique à la fin, et on essaiera de lisser un petit peu la durée des épisodes. Donc si on a un épisode un peu plus court, on essaiera de rajouter du contenu assez pertinent, histoire de faire le point sur certaines choses qui peuvent être un peu floues. C'est même pour nous en fait, parce que du coup c'est vrai qu'il y a des choses qui peuvent être balancées et on s'en rend pas forcément compte que c'est important, alors qu'au final et tout, ça a été dit, c'est juste que bon, comme le cité libre et tout, c'est un peu cité par-ci par-là aux 4 coins de l'histoire, c'est difficile d'avoir un point qui voilà. Ouais. Et donc tu disais, donc il y a abordé, nous dit-on, par le membre du conseil restreint qui l'exècre le plus, Varys. De sa voix mielleuse, l'araignée assure à la main du roi qu'il a prié les 7 au recouvrement de Geoffrey en apprenant ce qui s'est passé lors du voyage. Renly Baratheon est aussi présent. On apprend qu'il avait 8 ans lorsque Robert a accédé au trône. Donc il a maintenant 22 ans, vu que la rébellion de Robert a eu il y a 15 ans. Donc il est assez jeune en fait. 22, 23 dans ces eaux-là, ouais. Donc encore... on voit encore que la série a grandi personnage, parce que Renly dans la série, il a plus la trentaine que la vingtaine. Un peu, ouais, il fait fin de vingtaine. Fin de vingtaine. Moi, je lui mettrais genre 28, 29. Il ressemble d'ailleurs, année après année, de plus en plus à Robert. Il est dans l'impression d'y voir le roi de l'époque du Trident. D'après Littlefinger,
Renly dépense beaucoup plus pour ses habits que la moitié des dames de la cour. Donc petite remarque piquante et plein de sous-entendus de Littlefinger, mais qui ne manquait pas de pertinence. Ouais, ça paie comme jamais, hein. Bah alors là, le sous-entendu, parce qu'on dit, c'est pas genre c'est pas juste qui dépense beaucoup dans ses habits, c'est qu'il dépense plus dans ses habits que les dames de la cour. Donc, qui serait emprunt à la coquetterie, comme ouais, voilà, il aime, soit métrosexuel, soit un peu plus que ça. Ouais, c'est possible. Hein. Dans le sous-entendu, c'est vraiment. En plus, dans ce chapitre, Littlefinger, il fait tellement de remarques, soit vicieuses, soit malicieuses, soit tu vois. Là, on voit bien que il aime piquer, hein. Il aime piquer. Littlefinger. Donc du coup, bon, Renly, voilà quoi. C'est cette remarque et tout. Même Ned et tout, il dit ouais, d'accord, ok, mais c'est vrai ce qu'il dit. Puis Littlefinger, bien sûr, qui est présent et qui engage un duel verbal, comme l'appelle Ned, avec celui-ci. Donc Eddard paraît exaspéré dès son arrivée par tous ces gens. Et remarque intéressante d'ailleurs, Littlefinger dit que les Stark sont fabriqués de glace et fondent en dessous du Neck. Donc on le rappelle, le Neck, c'est le marécage qui sépare le nord et le sud. Et en fait, cette phrase, elle rappelle la phrase de Ned qu'il dit, en fait, lorsque Robert lui propose le poste de main du roi, et Robert répond que son père est descendu dans le nord et qu'il n'y est jamais revenu. Ouais. Louis lui répond à ce moment-là, une autre époque, un autre roi. Ouais, ils font, ouais. C'est vrai que les deux seuls souvenirs des Stark qui sont descendus dans le nord, à part Ned bien sûr, c'est Rickard Stark, donc le père de Ned, et Brandon, son grand frère, et tous deux en fait sont morts dans le sud. Et en fait cette remarque et tout, ouais, bah en fait elle a plein de sens en fait. Ouais. C'est-à-dire que bon, ok, c'est métaphorique, mais c'est-à-dire que Ned et les Stark en général n'ont pas l'air à leur place dès qu'ils descendent en dessous du Neck. Ça se trouve, ça fait même écho à leur méthode d'exécution. Ça se trouve, ils ont été foutus sur le bûcher ou un truc comme ça. Hein. Peut-être, ouais. Enfin, Maître Pycelle qui paraît très vieux, mais possède des traits aimables. On apprend que porter des chaînes est une caractéristique des maîtres, mais qu'elles peuvent être différentes entre elles. Et en tout cas, celle de Pycelle possède beaucoup de métaux connus et aussi des comment on appelle ça? Tu sais, les diamants, les rubis, des pierres précieuses. Ouais, et que elle a l'air bien plus fournie que celle de Maître Luwin, qui a l'air d'un simple carcan de métal par rapport à celle de Pycelle qui est. En même temps, Maître Luwin c'est un maître. Oui. Et lui c'est le grand maître. Oui, c'est le grand maître. Oui, ça on sait que ça doit être l'un des plus skillés, des. Même le plus grand, parce que c'est un peu comme tout à l'heure on va parler du grand septon. Ouais. Après le grand septon c'est un peu, je pense, l'équivalent du pape. Ouais. Le grand maître, bah c'est le grand maître quoi. Ouais. C'est Raoult. Didier Raoult. Il s'assied alors dans son fauteuil et se désole d'être entouré par ces personnes. Il remarque qu'en fait tous les membres du conseil restreint sont présents, excepté Lord Stannis et Barristan Selmy. Ah, j'avais oublié de mentionner que aussi Stannis était absent. Donc conseil très très restreint. Donc on informe donc que Stannis est embarqué pour Père Dragon après le départ de Robert pour le nord, et que Barristan doit être aux côtés du roi pour le protéger. Forcément, c'est sa fonction. D'ailleurs, le roi lui-même assiste très peu aux séances du conseil et se décharge sur celui-ci pour gouverner le royaume. Comme tu l'as dit, on n'a pas l'impression que Robert... Enfin, déjà, on savait que Robert, les affaires du royaume, ça le faisait chier, quoi. Ouais. Dès le début... Qu'il était meilleur guerrier que roi. Hein. Dès le début, en fait, dès que Ned a revu Robert, tu sais, il a remarqué qu'il avait pris du poids, qu'il était plus aussi fringant qu'à l'époque de la conquête, et on a tout de suite compris que vraiment ça le faisait chier, qu'il s'emmerdait, qu'il était entouré par c'est lui qui dit par des flagorneurs, etc. Donc vraiment, gérer le royaume et tout, c'est pas son truc. Et donc lui, les seules choses qui l'intéressent, c'est organiser des tournois, des banquets et tout. Et même ça, en fait, il l'organise pas, il le fait organiser par des membres de son conseil. Il se soucie même pas de s'il y a assez de finances ou pas, quoi. Bah, t'as l'impression que en fait les trois intérêts de Robert à ce moment-là, c'est les batailles, les filles et l'alcool. Ouais. Point.
D'ailleurs, c'est Robert, comme tu l'as dit, hein, c'est Robert lui-même qui a fait convoquer ce conseil afin de réaliser ce que Ned pense être une folie, une tournoi en l'honneur de sa nouvelle main. Tout cela va coûter une fortune selon Littlefinger et la couronne va encore devoir emprunter. Emprunter? Cela est impossible. Aerys Targaryen avait laissé une montagne d'or à sa mort. Mais cela est bel et bien vrai. 3 millions de pièces d'or aux Lannister et 3 millions à d'autres créanciers, les Tyrell, la banque de fer de Braavos et des cartels de Tyroche. Alors, 3 millions de pièces d'or. Je sais pas si on se rend compte ce que ça représente, parce que... 3 millions là, ouais, pièces d'or, mais c'est des dragons d'or, encore une fois, de Tywin. Ouais, c'est ça, c'est-à-dire que 3 millions, est-ce que ça représente beaucoup? Je sais pas trop. Parce que si on se rend compte au point de vue de l'économie, par exemple, Catelyn a donné une pièce d'or à chaque rameur. Donc, les heures, ça peut vouloir équivaloir 1 euro. Moi, je pense que c'est un peu plus qu'1 euro, mais tu donnes 1 euro à un galérien, un cimère, quoi. Le mec, il a ramé pendant... Ouais, mais si c'est pas un serveur de restaurant, le gars. Le mec, il a ramé pendant des jours. Bah, pour l'instant, en fait, la seule unité qu'on a, c'est les pièces d'or. Donc, c'est pas, c'est des pièces d'argent, des pièces de bronze, tu vois. Ouais. Donc, pour l'instant, si on parle d'unité que c'est la pièce d'or, une pièce d'or égale 1 euro, donc 3 millions, en vérité, ça rentre pas si tant que ça, à l'échelle de la couronne, je veux dire. Je pense que c'est plus, quoi. Mais ça me paraît quand même... En fait, le truc, c'est que c'est 3 millions, mais déjà que, en fait, il a vidé déjà les caisses qu'avait laissé Aerys avant d'en plus d'être endetté, quoi. Ouais. Déjà qu'il a dû dépenser de fou. Ouais. Et après, bon, tu dis, le gagnant gagne... alors, pour le tournoi qu'il organise, les prix sont... rappelle-le-moi, Guillaume. Alors, je vais te dire ça tout de suite. 40 000 pour le premier, 20 000 pour le second, et 20 000 pour celui, le vainqueur de la mêlée, et 10 000 celui du concours à l'arc. Et un truc que j'avais remarqué, c'est que on sait déjà à qui il va emprunter, en fait, parce que il va payer en dragon d'or. Ah ouais. Il compte emprunter à Tywin encore. Enfin, je pense que c'est ça, hein. Il va encore emprunter à Tywin, très probablement. Si on commence à comprendre que bon, les dragons d'or, c'est vraiment... C'est l'argent de Lannister. C'est l'argent que possèdent les Lannister dans leur, probablement dans leur réserve. On sait déjà à qui il va emprunter. Ouais, non, mais ça paraît impressionnant quand même. Enfin, je veux dire, ouais, non, mais il a l'air tellement pas responsable. Il a l'air de s'en foutre de tout, quoi. Ouais. Donc, bon, alors les créanciers, comme tu l'as dit, il y a les Lannister. Bon, Lannister, forcément, la femme de Robert, c'est Cersei. Donc, c'est plus facile d'emprunter à son beau-père. Ouais. C'est un peu pathétique, quand même. C'est lui le roi, mais il emprunte à beau papa, quoi. Ouais. Ma carte gold, papa. Donc, les Tyrell, on appelle les sires de haut, les suzerains de Haut-Jardin. Alors, on a une nouvelle institution qui apparaît, la banque de fer de Braavos. Donc, ça apparaît un peu comme, je sais pas, le FMI, qu'est-ce que c'est? bien redresser les États indisciplinés. Ça. Un peu, un mélange entre le FMI et Rothschild. Donc, qui est situé à Braavos, donc une des cités libres. Alors, Braavos, on avait déjà une mention de ça. Bah, par rapport à là où, en fait, Daenerys a un souvenir, en fait, de son enfance. Elle est arrivée sur Braavos? Alors, on dit Daenerys, elle est passée par plusieurs cités libres, mais en tout cas, qu'à Braavos, ça se rappelle, je crois que c'est là où est mort, Sir Willem Darry. Willem Darry, d'accord. Donc, celui qui l'avait sauvé de Père Dragon et des tueurs qui avaient été engagés pour la tuer, lui et Viserys. Et, elle se rappelle, tu sais, d'une porte rouge et d'un citronnier là-bas. D'accord, ok. Ouais, d'accord, c'était là-bas. Et donc, on a ce qu'on appelle des cartels de Tyroche. Bon, ça fait un peu cartel de Medellín. Ils empruntent à Pablo Escobar. Donc, tu sens que Robert, il a emprunté avec des personnes pas très nettes aussi, genre. Enfin, la banque de fer, ok, mais les cartels de Tyroche, quel bail. La cocaïne. Et même au Grand Septon. C'est-à-dire qu'il va même emprunter à la religion. Ah, ça c'est fort. Ouais. Ça c'est fort. C'est-à-dire que t'empruntes même à la religion. Ouais. Là, franchement, le niveau, de, vraiment, c'est quoi le mot que je cherche? Le niveau d'indiscipline pour aller emprunter, franchement, à la religion, c'est fort quand même. Ouais. Hein, le Grand Septon. Non, t'abuses toi aussi. Non, franchement. Encore, Lannister, je comprends. Mais franchement, au Grand Septon. C'est l'argent des fidèles, quoi. Ouais. Putain.
C'est-à-dire que l'argent que tu donnes pendant la quête et tout. Ouais, c'est horrible parce que en plus c'est l'argent des pauvres, t'as vu, c'est l'argent, tu sais, c'est l'argent des fidèles, probablement des pauvres et tout. Ils vont s'en servir pour faire des tournois de mecs blindés là, c'est des bâtards. Donc on apprend qu'il existe. Donc en fait, Pycelle c'est le grand maître, hein, et donc le grand septon. Donc on en avait parlé tout à l'heure. Et c'est à cause des frasques de Robert. Pardon. C'est à cause des frasques de Robert qui voulait toujours organiser fête au tournoi. Et même John Arryn, en fait, n'arrivait pas à l'en dissuader. Donc, ce qui inquiète Ned, parce qu'il demande si John Arryn... Ça, en fait, John Arryn, en plus, c'est celui qui s'est occupé de Robert. Ouais. Robert, c'est la pupille de John Arryn, on rappelle. C'était son père de substitution. Donc, si même lui n'arrivait pas à le faire changer d'avis, à le raisonner, c'est vraiment que Robert s'est perdu, quoi. Ned promet d'en toucher un mot au roi, et il sort alors de la salle du conseil. On apprend que depuis l'incident du trident entre Arya, Sansa et Joffrey, les Stark et les Lannister s'évitent. Mais qu'en plus, même ses filles se querellaient entre elles. Sansa reprochant à Arya que Lady était morte à la place de son loup Nymeria, et Arya ruminant la mort de Mycène, le garçon bouché. Franchement, ok, Sansa j'en ai dit beaucoup de mal, mais moi je comprends le fait que elle en veuille à Arya pour la mort de son Lady. Pour le coup, c'est Nymeria qui a foutu la merde et... ouais, c'est Lady qui a pris sa place. C'est Lady qui prend, ouais. Ça, franchement, c'est chaud. Franchement, c'est chaud, ça. Mais après, Arya qui a remis la mort... Arya, déjà, avec... tu te rappelles et tout, on avait parlé... du fait que... Tu vois les ombres. On avait dit que une des ombres et tout représentait... Alors, pourquoi on avait parlé de Sandor Clegane ? Parce qu'il y a une des ombres qui représente un chien noir. Voilà, c'est ça. Et donc, forcément, Arya, elle rumine en pensant à Sandor Clegane. Ouais. Donc, supposément, en fait, quand Bran a eu la vision de Arya pendant qu'il planait au-dessus de Westeros, ça, il l'a senti, je crois, ruminer pendant que ça pleurait. Et en fait, si on se rend bien compte, l'ombre au-dessus de Arya pouvait représenter Sandor Clegane. Mais sauf que, en fait, cette ombre avec un chien, elle était au-dessus de Sansa, et pas au-dessus d'Arya. Ouais. L'ombre au-dessus de Arya, c'était celle avec le truc doré, quoi. Ouais, le gars doré. Ouais. Toujours pas plus avancé sur cette histoire. Soudain, Littlefinger l'interrompt dans sa réflexion et le mène, dit-il, vers Catelyn, ce qui surprend Ned car Catelyn est supposée se trouver à Winterfell. Ils sortent du donjon rouge par une sortie qui semble être cachée, suivie d'un chemin assez dangereux. Donc là, peut-être qu'on a une indication sur les quelques chemins cachés qu'a voulu cacher Maegor le Cruel en tuant tous les charpentiers du Donjon Rouge. Ouais. Il ne faut pas se faire voir, vous comprenez. Donc tu sais que Littlefinger déjà qu'il est assez sournois, qu'il est assez malicieux, et en plus il connaît des passages secrets, qu'il est capable de sortir à l'insu de tout le monde. Et il fait des blagues très bizarres auprès de Ned. Hein. Typiquement. Typiquement. Je vais t'emmener dans des oubliettes, je vais te trancher la gorge et après je vais t'encastrer dans le mur. Ouais, tu sens que vraiment dans le chapitre de Catelyn. Ok, Littlefinger, tu sentais qu'il était pas très bête, mais tu sentais pas aussi malicieux, aussi vicieux que ça, quoi. Dans ce chapitre, vraiment, ouais. C'est un vicelard. Ouais. Arrivé en plein cœur de la ville de Port-Réal, Littlefinger mène Ned jusqu'à un bordel qui lui appartient. Surpris, Ned s'énerve et attrape alors Peter Baelish par l'épaule. Roderick Cassel intervient alors et confirme à Ned que Catelyn se trouve bien ici. Il monte alors dans l'établissement et mari et femme se retrouvent alors. Pourquoi était-elle ici ? Le sort de Bran était-il scellé ? Il s'inquiète en voyant l'état de ses mains. Elle lui montre alors que Pourquoi était-elle ici ? Le sort de Bran était-il scellé ? Il s'inquiète en voyant l'état de ses mains. Elle lui montre alors le poignard et lui raconte toute l'histoire. Ainsi donc, Bran devait la vie à son loup, ce qui confirme les dires de Jon. Les loups-garous et les Stark étaient faits les uns pour les autres. Et Ned avait tué Lady, Nymeria s'est enfuie. Nous on savait. Depuis le début du tome,
on a l'impression que les loups protègent quand même les Stark. C'est-à-dire qu'on a eu le loup de Bran qui a hurlé lorsque Bran a monté le long de la tour de Winterfell. On avait Nymeria qui a protégé Arya de l'épée de Joffrey. Fantôme, bon, on n'a pas eu trop, voilà quoi. Fantôme, on n'a rien eu pour l'instant, mais tu sens qu'il est très proche de Jon. C'est-à-dire que c'est Jon quand il est à Château Noir, il dort, ok, isolé, mais il dort avec la fourrure de Fantôme en tant que couverture. Donc tu sens que voilà, ils sont assez liés, ils sont assez protecteurs les loups envers les Stark. Et c'est vrai que du coup, Arya et Sansa ont perdu cette protection. Et surtout que Ned en fait il a tué Lady. C'est vraiment lui qui a supprimé cette protection à sa fille. Ouais, il se demande quelle erreur il vient pas de faire quoi. Mais pourquoi Tyrion Lannister aurait-il voulu la mort de Bran? C'est insensé. C'est vrai que à toi comme à moi ça paraît insensé aussi que Tyrion. De toute façon on sait que Tyrion n'a pas voulu tuer Bran quoi. Ouais. Ça on le sait. Mais d'après Littlefinger, il n'aurait pas agi seul. C'est intéressant quand on sait que c'est celui-là même qui a pointé du doigt Tyrion Lannister. Donc t'as l'impression qu'il essaye d'enfoncer le clou et en plus il essaye d'amener d'autres personnes et tout à ce soi-disant complot. Ouais. La reine serait-elle complice? Le roi aussi? Ned réprouve cela, mais se rappelle que Robert a proposé d'assassiner Daenerys et qu'il s'était détourné, comme dans la salle d'audience d'Eddari, lorsque Cersei avait proposé d'exécuter Lady, de la même manière qu'elle s'était détournée lorsqu'on lui a présenté la tête écrasée en bouillie du fils de Rhaegar et d'Elia Martell. Alors, on rappelle, on s'est su dans le chapitre de Daenerys que le fils d'Elia Martell avait été arraché de son sang et avait été massacré devant elle. Ouais. Donc là, maintenant, on a en plus de détails, c'est que sa tête a été écrasée en bouillie, quoi. Super. Et que Robert a vu le cadavre. Mais qui s'en était détourné. On voit à quel point Robert exècre les Targaryens. Et qu'il a même voulu, comme on l'a vu dans le chapitre de Ned, envoyer les tunneurs assassiner Daenerys alors même qu'elle était une enfant parce que, juste à cause du risque des Dothraki qui traversent, le détroit pour aller conquérir Westeros. Mais, c'est vrai que t'as l'impression que Robert, il ferme beaucoup les yeux, quoi. Ouais, tu sens ça qu'il fait ça quoi. D'ailleurs, phrase intéressante, il entendait encore, à l'instar de celle de Lyanna jadis, les supplications de Sansa. Ouais, ça j'avais remarqué. Bon, ça nous en apprend pas beaucoup plus, mais ça enfonce le clou que voilà. Lyanna lui a supplié et même fait promettre quelque chose dont on connaît toujours pas le contenu, mais c'est confirmé quoi. Donc, mais Robert avait l'habitude de fermer les yeux sur tout, sur les affaires du conseil, ou plus grave, sur la mort du garçon boucher pour laquelle il ne plie pas mot. Donc trois fois qu'il détourne son regard quoi. Premièrement, sur le fils de Rhaegar et d'Elia Martell lorsque sa tête a été écrasée en bouillie. Deuxièmement, par rapport à l'exécution de Lady que Cersei Lannister a proposée. Et troisièmement, à la mort du garçon boucher Mycen. Ouais. Ça fait beaucoup. Mika. Non, Mycen. Mycen, c'est le forgeron de... Ah oui, Mycah, pardon, ouais, t'as raison. Mycah, c'est le fils du boucher, et Mycen, c'est le forgeron de Winterfell. Bien vu, t'as raison. De toute façon, l'accusé serait passible de haute trahison, et la conspirance serait l'œuvre d'Ilyn Payne. Alors, question bonus. Petit aparté. Est-ce que tu sais, d'après l'appendice, de qui les Payne sont-ils les bannerets? Payne. Putain, j'ai regardé. Ce serait pas les Lannister? Si, les Lannister, c'est ça. Deuxième question bonus. Toujours l'appendice, on a parlé de Barristan Selmy. Est-ce que tu sais de qui les Selmy sont-ils les bannerets? Ah non, gros. Je sais pas. Là, je sais pas. Ok. Les Selmy sont les bannerets des Baratheons. D'accord, ok. Voilà. C'est une petite question bonus que je rajoute par-ci par-là. Mais c'est toujours intéressant comment on va le voir, surtout à la fin du chapitre, de connaître la filiation de tout le monde, qui sont les bannerets, qui sont les suzerains. Parce que lorsque des conflits géopolitiques vont arriver, il faudra avoir tout ça en tête pour pouvoir mieux les assimiler, les comprendre et faire des liens entre toutes ces personnes.
Plus bizarre encore, Ned veut montrer le poignard comme preuve, mais Littlefinger prétend que le lutin va nier qu'il lui appartenait et que Ned ferait mieux de l'oublier et de le jeter à la rivière. Et alors là, bon, ça confirme presque tout ce qu'on pensait, c'est-à-dire que Littlefinger ment. C'est-à-dire que là, il le dit clairement que Tyrion Lannister va nier que le poignard lui appartenait, mais parce qu'en vérité, on pense qu'il lui appartient pas. Bah ouais. Il lui a jamais appartenu. Et en plus, le pire, c'est qu'il me propose de jeter à la rivière. C'est-à-dire de jeter la preuve de tout ce qui est arrivé. Ouais. Ce qui est absolument débile. Tu jettes pas la preuve, tu jettes pas des preuves. Ouais. Genre, Donc moi je vous ai dit quelque chose, mais débarrassez-vous, et puis comme ça, moi j'en aurais plus, enfin voilà quoi, on n'aura aucune preuve de ce que j'ai dit, aucune preuve de ce que j'ai avancé. Ouais, franchement, c'est quand même gros, quoi, mais quand même, il amène le truc d'une façon, genre, Ouais, qui serait assez logique en fait en y pensant, mais quand tu vois, quand tu sens, je sais pas, c'est un mensonge, c'est un mensonge grossier. Enfin, pas grossier, du coup, très subtil. Mais nous, on le sent comme très grossier. Ouais, on le voit venir quand même. Donc, du coup, nous, on avait 3 théories sur le fait que si le poignard appartenait ou non à Tyrion, enfin, si le poignard appartenait à Tyrion, c'est-à-dire que, premièrement, Tyrion l'aurait égaré. Deuxièmement, le changement de propriétaire entre le moment où Tyrion l'aurait eu et la tentative d'assassinat de Bran. Troisièmement, que Littlefinger ment. Mais là, en fait, on vous est confirmé entre les lignes que le poignard n'a jamais appartenu à Tyrion. Donc Littlefinger ment. Ouais. Donc on sait toujours pas l'origine de ce poignard, quoi. Je suis même pas sûr qu'il a déjà appartenu à Littlefinger. Je suis même pas sûr. Peut-être pas, ouais. Ouais. Je suis pas sûr. Et en fait, il a aucune preuve. Enfin, au final. Je suis d'accord avec toi. D'ailleurs, Catelyn a parlé du message de sa sœur à propos de la mort de Jon Arryn. Et comme toujours, Littlefinger a promis d'aider à découvrir la vérité. Comme toujours. Ned ne lui faisait absolument pas confiance, mais à l'égard de la relation fraternelle qui exista entre Catelyn et lui, il décida de mettre son désamour de côté. Après tout, ce n'était pas la première fois qu'il ferait Après tout, ce n'était pas la première fois qu'il ferait par force cause commune avec un homme qu'il méprisait. Ça, c'est une phrase intéressante, mais du coup, on se demande avec qui il aurait pu faire cause commune. Ouais, j'ai remarqué cette phrase aussi quand j'ai lu le chapitre. J'ai pensé éventuellement faire force commune avec les Lannister au moment du sac de Port-Réal. Alors, rappelle un peu comment ça s'est passé, Guillaume. Alors, donc on sait que après la victoire de Robert au Trident face à Rhaegar, la prochaine étape c'était Port-Réal. À Port-Réal se trouvait Aerys, et donc il a eu à sa porte non pas Robert en premier, mais d'abord les Lannister avec Tywin qui a dit que qu'ils allaient joindre leurs forces aux Targaryens afin de défendre Port-Réal. Et ça a été précédemment dit, je sais plus exactement dans quel chapitre, je crois que c'était un chapitre d'Eddard, où en fait c'était l'ultime erreur d'Aerys, c'est d'avoir ouvert ses portes aux Lannister, qui au lieu de défendre Port-Réal, ont fait le sac de Port-Réal. Et à l'arrivée de Robert, ce qu'on sait, c'est que Jaime était assis sur le trône et avait assassiné Aerys. Donc éventuellement ça peut être cette fois-ci que Ned a fait force commune avec des personnes qu'il méprisait, c'est-à-dire les Lannister. Ouais. Donc c'est peut-être à Tywin que pense Ned quand il dit qu'il fait force commune avec des gens qu'il fait cause commune avec des gens qu'il méprise. Sûrement même. Donc peut-être pas, hein. Mais en tout cas, bon, pour l'instant, on n'a pas d'autres informations. Ned s'inquiète que Lord Varys soit au courant de toute cette affaire, mais il ne faut pas s'inquiéter. D'après Littlefinger, il le tient par les couilles. C'est marrant parce que c'est drôle, hein, parce qu'il a pas de couilles, hein. Ned demande alors à Catelyn de rentrer à Winterfell et de veiller sur leurs 3 fils. C'est vraiment cette dichotomie, parce qu'en fait, tous leurs fils sont à Winterfell et tous leurs fils sont à Port-Réal, quoi. Elle remercie alors Littlefinger, en qui elle déclare avoir retrouvé un frère. Mais personne ne doit le savoir, il est réputé pour être pervers et cruel, et ne voudrait pas que l'on sache que c'est en réalité un sentimental.
Oh, le petit. Oh, en fait, il est pas cruel. En fait, il est gentil. Oh, bah oui. Ah bah oui. C'était ça. Une fois Littlefinger parti pour laisser quelques moments d'intimité entre Catelyn et Ned, celui-ci demande à Catelyn d'envoyer un message à Aemond Tallart et Galbart Glover afin qu'ils laissent chacun sans archer et aillent fortifier Moat Catelyn. Alors du coup, on a deux nouveaux personnages qui apparaissent, Aemond Tallart et Galbart Glover. Donc, selon toi, c'est qui, Guillaume? J'avoue, je suis même pas allé regarder dans l'appendice, mais je me suis dit que c'était direct des Bannerets des Stark. Ouais. Et que c'était des maisons vassales des Stark, tout simplement, et que voilà, Ned leur demandait d'aller fortifier leur défense. C'est ça, ouais. Donc, quand tu regardes dans l'appendice, Aemond Tallart et Galbart Glover apparaissent tous deux. Alors, on sait que Aemond Tallart est présent dans les Bannerets des Stark, mais on ne sait pas quelle est sa terre, enfin de quelle terre il est suzerain. Et pareil pour Galbart Glover. Tout ce qu'on sait par contre sur Galbart Glover, c'est qu'il est associé avec un homme qui s'appelle Robert Glover. En fait, quand on le présente dans un panel, on dit Galbart et Robert Glover. D'accord, ok. Mais on ne sait toujours pas sur quelle maison il règne en fait. Pardon, sur quel territoire il règne. Après, on a des territoires. Si on regarde tous les principaux Bannerets des Stark, on a donc Sir Aemond Tallart en premier, Rickard Stark qui est le sire de Carold, Roose Bolton le sire de Fort Terreur, Jon Umble surnommé le Lard Jon, mais pareil on ne sait pas de quelle terre il est le suzerain. Galbart et Robert Glover, pareil. Alors il demande à Galbart, pas à Robert, mais on ne sait pas de quelle terre et pareil ils sont les suzerains. Ensuite, en fait ces deux personnes ils disent qu'il doit y aller fortifier Blancport. Alors, est-ce que tu as regardé sur la carte où se trouvait Blancport à peu près? On a déjà dit, donc... Non, pardon, qu'ils aillent fortifier Moat Catelyn. Moat Catelyn, j'avoue, j'ai pas regardé sur la carte, on peut regarder ça. Bah, en fait, c'est pas très loin de Blancport, hein, c'est juste au-dessus du Neck. C'est pas très loin de Blancport, c'est juste au-dessus du Neck. Ok. Et pour toi, Moat Catelyn, ça serait quoi, du coup? C'est peut-être les portes du Nord, un peu, tu vois. Ok. Non, ouais. Genre, t'as une rivière juste au-dessus du Neck, t'as une rivière sur l'ouest, et t'as un peu une fine bande de terre avec Moat Catelyn au milieu. Tu pourrais te dire ouais, c'est peut-être un peu les portes du Nord, quoi, porte d'entrée vers le Nord, pourquoi pas. Ok. En tout cas, c'est l'un des premiers si tu veux conquérir depuis le sud vers le nord, l'un des premiers forts que tu vas devoir, si c'est un fort, hein, l'un des premiers forts que tu vas devoir conquérir, c'est ok, donc pour toi, ça serait une forteresse, quelque chose comme ça? Bah, ce serait un point névralgique à la conquête du Nord, si tu veux. Enfin, c'est un point stratégique extrêmement important pour le Nord. Ok. Alors, selon lui, 200 archers sont suffisants pour tenir le Neck contre une armée. Donc, supposément, Moat Catelyn, ça a une vue sur le Neck. On sait que le Neck, c'est un marécage. Ouais. On sait que c'est difficile de s'y déplacer. Et d'ailleurs, quand Robert, en fait, passe par le Neck, quand il est venu dans le Nord, il n'a croisé personne. Et on avait mis deux théories. Soit c'est parce qu'il n'y avait vraiment personne dans le Neck, ou soit c'est parce que les habitants, ils s'y cachaient. Pourtant, on a, par exemple, une ville dans le Neck qui s'appelle Grisot. Ça doit bien puer la merde, comme ça doit vraiment être de la merde. Ah, le truc tout boueux, là. C'est pour ça que je pense que, quand Ned et tout, il dit que 200 archers suffisent à tenir le Neck, peut-être que Moat Catelyn, en fait, c'est une place forte, et que ça sert à éloigner à repousser les gens, mais de toute façon, qui sont déjà bloqués par le Neck, en fait. Ouais, c'est un peu comme les portes dans Kingdom, tu sais, enfin, c'est un manga qui se passe en Chine, et en gros, c'est que des batailles. Et en gros, tu sais, genre, c'est le seul endroit par lequel ils peuvent passer, donc avec peu de personnes, tu peux tenir, tu peux réussir à combattre, même en infériorité numérique, quoi.
De plus, Lord Manderly doit renforcer et restaurer toutes les défenses de Blancport, donc un renforcement maritime. Donc on a déjà parlé de Blancport, donc c'est par là qu'est passée Catelyn pour rejoindre Port-Réal. D'ailleurs, en fait, on n'a pas précisé dans le chapitre précédent, dans le chapitre de Catelyn, mais elle est partie bien après que Ned. Si, on l'a dit ça, que genre elle a fait le go fast. Oui, mais ça on l'a dit dans le premier, pas dans le deuxième. Si, on l'a dit dans le premier, pas dans le deuxième. Vas-y, dis. Ah oui, c'est vrai, putain, on l'a enregistré 2 fois. Donc on a déjà parlé de Blancport lorsque Catelyn en fait a appareillé là-bas pour rejoindre ensuite Port-Réal. Et en fait c'est intéressant parce que Catelyn est partie bien après Ned, soit peut-être 2 semaines, parce qu'on sait qu'elle a veillé 10 jours, 2 semaines au chevet de Bran avant qu'il se fasse attaquer. Et dans le chapitre de Catelyn, en fait, elle est arrivée on voit que Ned, en fait, il vient d'arriver au Donjon Rouge. Donc, c'est-à-dire que Catelyn est arrivée bien avant lui. En tout cas, un petit peu avant lui. Donc, c'est vrai que la voie maritime, en passant par Blancport, c'est là d'être assez stratégique pour passer du nord au sud. Ouais. Je pense que tu vas beaucoup plus vite. Bah, tu vois que, tu te demandes, pourquoi il irait pas, par exemple, à la Veuve, par exemple. Mais tu vois en fait que Blancport, en fait, c'est là où se jette un fleuve. Donc si t'arrives à conquérir Blancport, tu peux remonter le fleuve et c'est l'autoroute pour Winterfell, quoi. C'est bien fait, hein, c'est bien fait la géographie des 7 couronnes. Hein. Et donc tu peux rappeler du coup qui est le Lord de Blancport? C'est Lord Manderly. Alors son prénom, je l'ai pas retenu. Wyman Manderly. Et surtout, qu'on garde un œil sur Theon Greyjoy, car en cas de guerre, la flotte de son père serait importante. Donc vas-y Guillaume, rappelle un peu la situation et la raison pour laquelle la raison d'abord pour laquelle Theon Greyjoy est la pupille de Ned Stark et la situation actuelle de celui-ci. Alors la raison exacte, on l'a pas encore. On sait que Balon Greyjoy, le père de Theon, à un moment donné, aux alentours de la révolte, je sais pas trop avant. Si, un peu plus tard. Un peu plus tard. Il y a eu une rébellion de sa part. Et que... en fait, on sait exactement la date. On sait exactement la date. Parce que on sait que lors de cette révolte, lorsque Theon Greyjoy a été pris pour pupille par Ned Stark, il avait 10 ans. Et on sait qu'actuellement, il a 19 ans. En fait, c'était il y a 9 ans. Soit 6 ans plus tard que la rébellion de Robert. Ouais. Et donc, il y a eu... est-ce que c'était un siège? Il me semble que c'est le siège de Pike. C'était un siège ou c'était juste une bataille? Non, il y a une révolte. En tout cas, une rébellion des Greyjoy. Ouais. Et donc, en tout cas, pour le calmer, bon, ils sont allés à Pike, ils sont allés le niquer directement sur place, à domicile. Et comme pour le calmer, ils ont pris ils ont pris son fils Theon Greyjoy. Ouais. Et donc ils l'ont. Faut rappeler d'ailleurs, en fait, c'est les Balon Greyjoy, donc l'actuel sire des Îles de Fer, a 4 enfants, 3 fils et une fille, excepté que ces 2 fils sont décédés durant cette rébellion, on va dire. Donc en fait, son seul fils héritier, il a été pris en tant que pupille à Winterfell auprès de Ned Stark, mais en réalité, c'est plus ou moins un otage. C'est pour que Balon Greyjoy cesse de se rebeller, sous peine d'avoir des problèmes avec son seul héritier. C'est dommage qu'ils font pas comme à Dorne. C'est-à-dire qu'à Dorne, les filles aussi peuvent hériter des terres, en fait. Parce que c'est la seule terre des 7 couronnes où il n'y a pas de distinction entre le sexe masculin et féminin dans la succession. Donc là, c'est vraiment le dernier, quoi. C'est ton dernier fils. Ouais. Voilà. À moins qu'il en fasse un autre, hein. Mais pour l'instant, on n'a pas la notion qu'il en ait fait un autre, qu'il ait fait d'autres enfants. Non, pour l'instant, non. Ça serait dommage pour Theon, parce que du coup, ce serait plus, à moins qu'il est sûrement attaché à son fils, hein. Mais bon, s'il serait plus le seul héritier, il aurait plus autant d'importance auprès de Ned Stark. C'est ça. Bon, alors du coup, petit aparté, mais c'est vrai que là, on commence à voir que
la série a un peu négligé tous ces personnages secondaires, on va dire ça comme ça. Tu me penses à qui, là? Ah bah par exemple à Alman Tallart, Robert Glover et Lord Manderly, Wyman Manderly. Parce que en fait dans la série on sait que les Stark ont des bannerets, on les voit à peu près lorsqu'il y a une réunion, mais on sait jamais. Enfin peut-être que Glover on l'a déjà entendu dans la série, peut-être bien. Surtout Karstark, mais oui voilà il y a des noms qu'on a déjà entendus ou des personnages qu'on a déjà vus, mais on sait ils ont pas tellement d'importance comme ça en fait. Compliqué. C'est-à-dire en termes géopolitiques, qu'on voit bien. Je veux dire en termes géopolitiques purs, c'est-à-dire qu'ils peuvent avoir, comme tu l'as dit, Karstark ou alors Bolton c'est autre chose, mais Karstark une importance au sein du camp. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en termes géopolitiques, comme là on vient de voir, comme qu'on voit que on a du mal à se représenter vraiment les points stratégiques. Enfin, on a dans la série, t'arrives pas à te représenter mais c'est le canapé en fait. Y a pas de. T'arrives pas à te représenter les batailles et dire ok, là ils se dirigent par là, donc ils vont intercepter une armée par là. Enfin, tu t'arrives pas à faire. Ouais, c'est-à-dire que même en fait ils ont zappé parce que je me rappelle, il y a une bataille qui se passe dans les tomes et en fait qui a été complètement éludée par la série parce que ils ont trouvé ça trop compliqué à mettre en place. C'est-à-dire que en fait pour mettre en place ce genre de bataille, il faut déjà instaurer tous les bannerets, ensuite mettre en place la carte dans la tête du lecteur, donc ça devient vite compliqué. Et c'est là que les livres et tout se complexifient bien plus que la série, parce que il faut retenir justement tous ces personnages secondaires, tous ces bannerets, qui peuvent avoir une importance, mais déjà en termes géopolitiques, mais aussi dans les intrigues. Voilà. Donc c'est pour ça que on va beaucoup en parler, que j'ai beaucoup d'interroger dessus, mais c'est vraiment pour qu'on les ait vraiment tous en tête, quoi. Typiquement, d'où venait la question de quel est le suzerain de la famille Payne et quel est le suzerain de la famille Selmy. Ok. Mais ils ne pourront pas s'attaquer au nord sans derrière eux toutes les forces du royaume. S'ils découvrent la moindre preuve, parce que comme on l'a vu et tout, déjà, rien qu'avec 200 archers, ils peuvent tenir le nez avec Maud Catelyn, donc forcément, pour envahir tout le nord, qui, on le rappelle, le nord fait l'équivalent de la moitié du royaume, il faudrait qu'ils aient derrière eux beaucoup d'hommes, quoi. Ouais. Mais en fait, quand on regarde la carte, le nord, c'est assez grand, mais c'est très vide. Parce que si tu regardes la carte, en fait, t'as 7-8 grandes villes. Donc tu vas avoir Winterfell, Âtre-les-Confins, Motte-la-Forêt, Carthoren, l'île aux ours. Là, j'en oublie 2 ou 3, mais en tout cas, voilà, quoi. Il y en a pas, t'as Blancport, forcément. Il y a les Bolton tiennent Fort Terreur. Et il y en a peut-être une autre que j'ai pas là. Les confins. Les confins, non, je l'ai dit. Ah, tu l'as dit? Putain, on en dirait vraiment un truc dans la Creuse, quoi. Voilà, donc, mais c'est grand, mais voilà, il y a que 8 ou 9 grandes villes, quoi. Par contre, quand on descend dans la carte du Sud, vas-y, Guillaume, je te laisse descendre dans la carte du Sud, parce que je suis avec Guillaume, donc il le voit en direct. Et là, tu t'en as vraiment une 20 ou 30, quoi. Tu sens que les villes sont beaucoup plus rapprochées. Ouais, c'est beaucoup plus dense, ouais. Ah ouais, c'est... Il y a beaucoup plus de villes que dans le sud que dans le nord. Donc, certes, en termes de superficie, le nord est bien plus grand, mais en termes de densité de population, c'est pas si sûr. Ouais, je suis pas sûr. S'ils découvrent la moindre preuve que les Lannister ont assassiné Jon Arryn, ils prient pour que Robert soit l'homme qu'il croit être et non l'homme qu'il craint devenu. Forcément, si les Lannister ont vraiment quelque chose à voir avec la mort de Jon Arryn, comme le pense Lysa Tully, avec la lettre qu'elle a envoyée à Catelyn, c'est problématique. Là, on sait pas. Tu penses quoi? Tu penses que Robert il se rallierait? Alors même si on voit qu'il ferme les yeux sur beaucoup de choses, c'est compliqué d'imaginer que Robert ferme les yeux sur la mort de Jon Arryn, quoi. Si c'est vraiment les Lannister, dont sa femme, qui y a participé. C'est vrai que Jon Arryn, ce serait vraiment, ce serait beaucoup pour Robert. Après, vraiment, sans preuve vraiment ultra solide, Robert, j'ai l'impression qu'il est vraiment tenu par les couilles de tous les côtés, quoi. C'est-à-dire qu'il doit 3 millions d'euros, 3 millions, de pièces d'or au Lannister. Tu sens déjà, qu'il s'est laissé aller, quand tu vois qu'en fait il dirige rien du tout, en fait il dirige rien dans les 7 couronnes, il a juste son statut de roi, mais qu'en fait ceux qui tiennent vraiment le pouvoir,
ceux qui ont de l'argent, ceux qui s'occupent vraiment des affaires et tout, tu sens que... on voit déjà que la famille qui a de l'argent, c'est les Lannister et les Tyrell. Donc les Tyrell font partie des créanciers de Robert, et que sûrement, s'ils prêtent de l'argent, c'est qu'ils en ont déjà assez pour pouvoir se subvenir à eux-mêmes. Ouais. Donc, rien n'est sûr en termes de réaction de Robert ou... En tout cas, c'est vrai que c'est intéressant parce que là, la géopolitique des sept couronnes se met en place, surtout celle du Nord, donc ça va être intéressant à suivre. Ouais. Moi, je crois qu'on est terminé avec cet épisode, vachement dense et riche en informations, mais on espère que vous l'avez apprécié et puis que vous apprécierez les suivants. À la prochaine. À la prochaine. Et donc, juste avant, on se retrouve la prochaine fois, il me semble, c'est un chapitre de Tyrion. C'est ça? Que je dis pas de conneries. Un chapitre de Tyrion. Super. Bah, à la prochaine. J'ai bugué. Bon, à la prochaine.